Dans cette vidéo, je vais vous résumer le livre préféré de Bill Gates qui s'appelle Factfulness par Hans Rosling. C'est un livre qui a radicalement transformé ma manière de penser et de voir le monde sur beaucoup de sujets. Vous allez voir ça durant cette vidéo. En deux mots, la thèse du livre, c'est de dire qu'il faut adopter une nouvelle hygiène de pensée qui s'appelle la factualité, le fait de toujours baser ses raisonnements et ses conclusions sur des faits pour prospérer dans un monde de plus en plus complexe dans lequel nos traits naturels tendent à devenir des biais qui nous leurrent dans notre raisonnement. Si ce résumé rapide vous a intrigué, eh bien restez pour le reste de la vidéo dans lequel nous allons voir d'abord la factualité un petit peu plus en détail, puis nous allons nous intéresser à nos biais naturels qui nous leurrent dans notre raisonnement. Pour chaque point, on verra un exemple précis. Puis on va parler de philosophie possibiliste, on va parler de risque, on va parler de comment mettre en relation différentes données pour ne pas se faire leurrer par exemple, le biais des moyennes ou quoi que ce soit. Comment et pourquoi on est à la fin de la domination occidentale sur le monde. Pourquoi est-ce que d'un point de vue des données, des faits, on se rend compte que c'est plutôt une économie Asie-Afrique qui va émerger dans les années qui viennent. Ensuite, on va parler d'un instinct où on a à toujours chercher un coupable plutôt qu'une cause. On finira par l'instinct d'urgence et pourquoi ça nuit au réchauffement climatique, avant de conclure par comment diffuser la factualité. Bon, alors commençons tout de suite cette vidéo en parlant des biais naturels qui tendent à nous leurrer dans un monde de plus en plus complexe. Notre cerveau, il nous induit systématiquement en erreur, par exemple en dramatisant à l'excès tout événement, en nous incitant à chercher un coupable directement à tout phénomène, en résumant la plupart des problèmes par une opposition binaire stérile. Bref, tous ces exemples, ils ont un point commun, c'est toujours de ne pas apprécier la complexité d'un problème et d'arriver directement à une conclusion un petit peu stérile. Et en fait, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de l'évolution, c'est tout à fait normal. Parce que nous, il y a quelques milliers d'années, ce qu'on faisait, c'était simplement courir dans des champs tels des animaux sauvages en essayant de survivre. Du coup, notre meilleure manière pour survivre, c'était de débrancher le cerveau rationnel, tout le calcul et l'analyse, et de brancher simplement le système limbique pour qu'il nous fasse réagir rapidement à des situations. Si un guépard nous courait après, on n'allait pas se demander quelle est la vitesse de course du guépard, non, on allait décamper. C'est pareil par exemple pour le sucre et le gras. À l'époque, la nourriture n'était pas aussi abondante qu'aujourd'hui, donc dès qu'on voyait une source de sucre ou une source de gras, on allait directement manger ces éléments, se nourrir énormément d'eux pour faire des réserves, pour ensuite, quand on trouvera moins de nourriture, compenser grâce à ça. C'est pour ça que c'est super difficile de déboulonner la version dramatique du monde, c'est parce que notre cerveau, il est fait pour fonctionner comme ça. Or, on le voit dans les débats sur à peu près tous les sujets aujourd'hui, ça tue notre qualité de réflexion. Sur l'écologie, les gens qui vont vous dire « Mon Dieu, c'est l'apocalypse, demain, si vous faites rien, vos enfants vont mourir », de dramatiser tout le truc et d'en faire un problème binaire. Soit on arrive à 0 émission d'ici 2050, soit on arrive à 0 émission d'ici 2100, il y a un cas dans lequel on crève, l'autre dans lequel on crève pas. Non, c'est un truc qui est régi par les théories du chaos, on ne peut pas savoir. Mais personne est là pour saisir l'entièreté du problème. Et ça, c'est renforcé par un truc qu'on appelle le biais de négativité dans les médias. En fait, c'est des études américaines très sérieuses qui ont montré que les titres de médias qui comportent des mots positifs comme toujours, meilleur, ont des bien moins bons résultats que les médias qui utilisent des termes négatifs comme jamais ou pire. Et la différence, elle n'est pas mineure, elle est spectaculaire. De même, un événement négatif qui est relayé par un média aura beaucoup plus de portée qu'un événement positif. Il y a un autre biais duquel l'auteur parle dans son livre, il s'appelle le biais du fossé et il est super intéressant. Le biais du fossé, il reflète notre tentation irrésistible de toujours vouloir séparer le monde en deux clans distincts, séparés par un fossé bien clair au milieu des deux. Et ce fossé bien clair là, c'est un énorme gouffre d'injustice. Il y a les hommes et les femmes, il y a les pauvres et les riches, il y a l'Occident et il y a l'Orient. Et justement, il y a un truc que nous fait constater l'auteur dans son livre et qui est assez drôle, c'est le fait qu'en fait, il y a 50 ans, il y a 100 ans, oui, c'était plus ou moins vrai, le monde était bel et bien divisé en deux. L'Occident et le reste. Les gens en Occident avaient un niveau de vie bien supérieur au reste du monde et avaient des innovations technologiques en matière de santé, etc., qui étaient bien en avance vis-à-vis du reste du monde. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il n'y a plus les pays en voie de développement et les pays développés. En effet, aujourd'hui, il y a 75% de la population mondiale qui vit dans un pays moyennement développé, un moyen revenu. Ils sont pas riches, ils sont pas pauvres, mais ils sont quelque part au milieu des deux. Et là, vous commencez à voir où je veux en venir. Le fossé creusé qu'on voyait au milieu, en réalité, il n'existe pas. Non, le fossé, c'est là où il y a la plupart des gens. Il y a seulement 9% qui vivent dans des pays à faible revenu. Et quand on parle d'un pays à faible revenu, il faut aussi se dire que les conditions qu'on imagine pour un pays à faible revenu sont déjà bien meilleures que celles auxquelles on pense. Évidemment, c'est pas la joie, c'est pas aussi bien que dans un pays très développé, très riche, mais les conditions de vie se sont largement améliorées par rapport à il y a 20 ou 30 ans. C'est pour ça qu'il est important de toujours remettre d'actualité notre vision du monde. Et du coup, là, c'est un truc que je fais de tête par rapport à ce dont je me souviens de ma lecture du livre il y a 6 mois. Mais en gros, si on essaye de diviser en 4 parties distinctes le monde, donc on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Le niveau 1 étant un truc du style, je vis dans un habitat un peu insalubre, très précaire, et je dois faire 2 km pour aller chercher l'eau à un puits. Le niveau 2 étant, ok, maintenant j'ai de l'eau plus ou moins potable devant chez moi, c'est cool. Le niveau 3 étant, ok, je commence à avoir une brosse à dents, et le niveau 4
4 étant un niveau un peu plus occidental du monde, par exemple un niveau qui est en train d'atteindre l'Égypte actuellement. Et du coup maintenant, si on doit représenter chaque milliard d'êtres humains avec un bonhomme, ben voici comment on le ferait. On mettrait un bonhomme ici, 2 bonhommes ici, 3 bonhommes ici, et un bonhomme dans le 4. Sachant que en fait la France est plutôt ici. Donc il y aurait une jambe de bonhomme quoi. C'est-à-dire que comme vous le voyez, ben, on constate pas qu'il y a les pauvres et les riches, les pays peu développés et les pays développés. En réalité, on a plutôt tout le monde qui se situe au milieu et l'Occident qui se situe sur la partie extrême du graphique quoi. Mais en réalité, la plupart des gens sont juste ici. Et si on se représente le nuage de points, il n'y a pas le PIB par habitant de la France, des États-Unis, de la Suède ou je ne sais quoi. Et là ensuite, le PIB par habitant de l'Inde, de la Chine, du machin, du truc. Non, en réalité, c'est beaucoup plus un nuage de points comme ça, avec évidemment quelques extrêmes là et quelques extrêmes là. Mais en réalité, la plupart des gens se situent au milieu. Il n'y a pas de fossé. Et voilà, ce qu'il dit dans son livre, c'est qu'il y a encore 200 ans, 85% de la population mondiale se situait toujours au niveau 1, juste ici, donc celui de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, la grande majorité des gens s'étalent entre les niveaux 2 et 3, avec les mêmes conditions de vie qu'on pouvait avoir en Europe de l'Ouest et aux États-Unis dans les années 1950, donc juste ici. Et en fait, l'humain a naturellement tendance à dramatiser tous les problèmes, à voir tous les problèmes comme une situation binaire, et du coup, cette tendance, évidemment, elle nous empêche de voir la palette de nuances qui existe en réalité dans la situation. Et ça nuit à beaucoup de débats, en particulier, je pense aujourd'hui, par exemple, à celui du féminisme. On n'a pas eu deux camps, la moitié de l'humanité qui a opprimé l'autre moitié pendant des siècles. En réalité, si on accepte de se dire la plupart des gens sont plus ou moins égaux, et on a des extrêmes, évidemment, qu'il faut corriger, etc. Mais, par exemple, si on regarde les inégalités salariales, si on accepte de se dire qu'en réalité, les revenus, ça fait quelque chose comme ça, où on a simplement les extrêmes d'un côté comme les extrêmes de l'autre, qui sont inégaux, mais qu'en réalité, la plupart des gens gagnent exactement la même chose au milieu, si on accepte de voir ça de cette manière-là, ce qui est factuellement vrai, là, on peut commencer à réfléchir. Si on accepte de regarder l'histoire telle qu'elle est, en regardant qu'il y a une époque dans l'histoire où, à l'époque agraire, par exemple, les dirigeantes des sociétés, c'était des femmes, on avait des représentations des dieux, des déesses, du coup, c'était des femmes. Bref, la société était en fait gouvernée par des femmes parce que les hommes devaient aller chasser et étaient jamais là. Et puis ensuite, on est passé à un mode d'agriculture plus intensif, où il y avait besoin de plus de force physique dans les champs, et où on se reproduisait plus, du coup, les femmes devaient plus rester à la maison. Du coup, c'était les hommes qui ont plus ou moins repris le pouvoir, et après, les constructions sociales sont évoluées comme ça. Mais on n'a pas, du coup, un camp qui a opprimé l'autre, et les hommes sont des cochons, Virginie Despentes, King Kong théorie, et faut brûler, du coup, maintenant, la moitié de l'humanité parce qu'elle a fait du mal à l'autre pendant tout ce temps. Il y a quand même une certaine nuance à avoir pour peut-être développer une nouvelle pensée, des nouveaux systèmes un poil plus nuancés. Je pense que ce paragraphe va me valoir un certain nombre de critiques. Il faut aussi se dire que le monde va un petit peu mieux, puisque si on reprend ce truc-là, donc on savait qu'à l'époque, il y avait 60% de la population qui vivait là. Et il faut aussi se dire qu'en fait, quand on se dit aujourd'hui que tout va plus mal, en réalité, il y a pas mal de choses qui vont mieux, parce que en 1800, il y a environ 85% de la population, comme on l'a dit, qui vivait ici, alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont ici. Du coup, il faut se dire quand même qu'il y a eu une énorme augmentation du niveau de vie pour absolument tout le monde, et que au niveau de l'espérance de vie, chaque pays a vu l'espérance de vie moyenne de sa population s'accroître. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas. C'est un indicateur, en tout cas, qui montre qu'il y a du progrès. Il y a un autre biais dont Hans Rosling parle dans son livre qui est très intéressant, c'est celui de la ligne droite, et il parle pour ça de l'augmentation de la population. En effet, si on se rend compte que l'augmentation de la population depuis plusieurs années, c'est quelque chose comme ça, et que là on est arrivé du coup à 8 milliards quasiment, et on se dit, nous dans notre tête rationnellement, en fait la projection, ça va simplement faire ça, et comme, je sais pas, il y a un boom en Chine, ça va peut-être même faire ça, tu vois. Du coup on va atteindre les 25 millions d'ici 2-3 ans. En réalité, ce qu'il nous dit, c'est que c'est faux. On a un instinct naturel à vouloir projeter les lignes jusqu'à l'infini, mais en réalité, la plupart du temps, c'est pas ça qui va se passer. En l'occurrence, pour la population, l'ONU ne prévoit absolument pas ça. En fait, les experts de l'ONU, ils disent que le nombre d'enfants cesse actuellement d'augmenter. Il y aura une forte augmentation de la population, oui, dans les années qui viennent, mais pas parce qu'il y aura plus d'enfants, mais parce qu'il y aura plus de personnes âgées. L'ONU, il prévoit en gros qu'il y aura une augmentation à peu près de 11 ans de l'espérance de vie moyenne, et donc que ça rajoutera 1 milliard de personnes âgées en plus au compte du nombre de personnes sur Terre, ce qui amènera en 2100 le nombre d'êtres humains à environ 11 milliards. C'est le chiffre qu'ils annoncent. En fait, pour comprendre ce phénomène-là, du pourquoi il y a moins d'enfants, il faut se rappeler un fait historique. C'est que jusqu'en 1800, les femmes, elles avaient en moyenne 6 enfants par femme. Pourquoi? Parce que, il faut se dire que les conditions de vie, encore une fois, l'espérance de vie n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui. Et du coup, il y avait, je sais pas moi, sur les 6, il y en avait 4 qui crevaient, donc ça en laissait 2 à la fin. Du coup, il y avait énormément d'enfants, et ça contribuait à un accroissement de la population extrêmement rapide. Ce truc-là, il est resté, le nombre d'enfants par femme a un petit peu diminué au cours des siècles, peut-être de 5 à 4, etc. Jusqu'au moment où on est aujourd'hui, où une femme, en fait, pour avoir 2 enfants en pleine santé, elle n'a pas besoin d'en faire 6, et du coup d'en avoir 4 à la fin. Non, elle a simplement besoin d'en faire 2, et il n'y en aura aucun des deux qui mourra. Et du coup, maintenant, on est arrivé à un point où, en moyenne, une femme fait 2 enfants, et aucun des deux ne meurt. Enfin, on n'est pas tout à fait à cet équilibre, on est un poil plus que 2, mais ça ne saurait tarder, on va bientôt arriver à cet équilibre-là, selon, encore une fois, les experts de l'ONU. Du coup, en fait, les gens qui disent oui, non mais alors, faut sauver les enfants pauvres en Afrique, ça va faire que augmenter le nombre de gens sur Terre, et c'est absolument pas ce dont on a besoin. C'est faux. Parce que si on soigne pas les enfants en Afrique, eh bien, ça va encourager les mères à faire plus d'enfants, pour avoir au final plus d'enfants en bonne santé, et donc, au final, ça va contribuer à
encore plus accroître la population. Non, ce qu'il faut faire, c'est soigner tout le monde en Afrique, c'est donner des moyens de contraception efficaces pour que le nombre d'enfants par femme diminue. Et c'est la seule manière avec laquelle la population va pouvoir se stabiliser aux alentours des 11 milliards. Après, les experts de l'ONU ne prennent pas en compte tout ce qui est les signes noirs de Nassim Taleb. Autrement dit, par exemple, une innovation qui ferait que on atteigne l'immortalité. Auquel cas, là, ce serait compliqué. Hans Rosling dit dans son livre qu'il est possibiliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui lui disent « Oui, mais t'es quand même vachement optimiste par rapport au réchauffement climatique, par rapport à tout ça, tu dis qu'on peut s'en sortir. » Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que non, il est pas optimiste, en tout cas pas optimiste sans raison. Pourquoi ? En fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il regarde simplement le progrès qui a été accompli par des données factuelles, et du coup, il se dit comme tout ce progrès a été accompli, on peut encore en accomplir beaucoup dans le futur. Et du coup, il part de ce principe-là pour dire je suis plutôt optimiste, dans le sens où je vois les possibilités et je pense qu'on peut s'en sortir. Il dit également que toutes les personnes qui disent « Oui, alors c'était mieux avant », et en fait, c'est des personnes qui empêchent tout progrès. Parce qu'en se disant c'était mieux avant, on nie une réalité historique qui était terrible, terrifiante, bien moins bonne qu'aujourd'hui. Et du coup, on enlève tout l'espoir aux générations futures. Et du coup, Hans Rosling nous donne, pour cette première partie un petit peu, différentes pistes pour mieux voir le monde. Première chose, faire la différence entre mal et mieux. En gros, il faut essayer d'arriver à faire la différence entre quelque chose qui est mauvais, qui a un niveau, et quelque chose qui va mal. Et une orientation de changement, par exemple, ça va mieux, c'est croissant. Quelque chose peut être mauvais et aller mieux en même temps. Autre chose, c'est de se dire que les progrès graduels ne font pas la une. Si on nous dit il y a eu une augmentation de 5% du niveau de vie, cette news va passer complètement à l'ouest. Et enfin, il faut faire attention au passé glorifié. Les gens, par la nostalgie ou je ne sais quoi, ont une tendance naturelle à glorifier leur passé alors qu'en réalité, il était pourri. Un autre truc qu'il nous dit dans son livre, c'est à propos des risques. En gros, il dit la plupart du temps, on a peur parce qu'il y a un danger. Nous, un danger, il se transforme en risque quand on y est exposé. Et oui, le risque, c'est le danger fois l'exposition au danger. Du coup, quand on voit, par exemple, il y a eu un crash d'avion dans le Nevada, etc., et que nous, on est en France, on a peur, on se dit « Oh, ça pourrait nous arriver ». En réalité, si on s'intéresse à l'exposition de ce danger à nous, pour calculer le risque qu'on a, du coup, de finir dans le même cas que les gens qui ont brûlé dans l'avion, là, on se rend compte qu'en réalité, notre exposition au danger est excessivement faible, de l'ordre de 0,01%, et donc il n'y a aucune raison qu'on s'inquiète. Pareil pour les attentats, si vous vivez à la campagne, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Pour vous, en tout cas. Du coup, c'est vraiment juste pour vous rappeler que quand vous voyez des nouvelles négatives dans les médias, faut pas que vous disiez « Oh mon Dieu, j'ai peur ». Non, en réalité, la peur, elle vous appartient, vous pouvez en avoir, hein, mais le risque que vous encourez, il dépend seulement de deux facteurs, et c'est pas votre peur, c'est la dangerosité réelle du danger et votre exposition à ce dernier. Ensuite, Hans Rosling nous parle d'un autre concept qui est celui de mettre en relation diverses données. Un chiffre isolé, il paraîtra toujours grand. Il faut toujours le comparer à d'autres chiffres qu'on a en parallèle. Par exemple, ce même chiffre, il y a 1 an, il y a 10 ans. Par quoi est-ce qu'on pourrait diviser ce chiffre? Quel est le total dont il est seulement une partie? Typiquement, quand vous avez un gros chiffre devant vous, il faut que vous essayiez de le diviser par des choses pour vous rendre compte plus concrètement, pour vous représenter plus concrètement ce que ça peut représenter. Et du coup, plus généralement, en fait, dans les médias, les journalistes sont absolument pas entraînés à faire ça. Du coup, ils nous balancent des gros chiffres comme ça pour nous impressionner, pour avoir du sensationnalisme, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Du coup, il faut simplement que vous vous disiez, ok, moi, comment est-ce que je pourrais reprendre ce chiffre-là et l'analyser, le traiter, le diviser, le mettre en relation avec d'autres chiffres. Il y a un autre point qui est hyper intéressant et dont on ne parle pas du tout à l'école ou dans les business schools, c'est la fin de la domination occidentale. Encore une fois, ce concept, il est basé sur les prévisions de l'ONU et en gros, elles disent simplement que si les revenus en Afrique et en Asie continuent de monter comme c'est le cas aujourd'hui, dans les 20 prochaines années, le centre de gravité du marché mondial passera de l'Atlantique à l'océan Indien. Les pays qui vivent dans le nord, donc dans tout ce qui est Occident, tout ça, ils représentent 11% de la population mondiale. Et ces 11%, ils consomment pour 60% de la consommation de niveau 4. Sauf que voilà, en 2027, si les revenus continuent d'augmenter comme ça, ce chiffre, il sera seulement ramené à 50%. Et en 2040, donc dans pas très longtemps quand même, ce sera 60% des consommateurs qui vivront en dehors de l'Occident juste ici et qui vivront dans des pays qu'on appelle aujourd'hui du tiers-monde. Un point très intéressant également, c'est coupable vs cause. En fait, dans le livre, l'auteur il dit simplement que la plupart du temps, quand on voit une catastrophe extraordinaire, on va vouloir chercher un coupable extraordinaire. Par exemple, le réchauffement climatique, le coupable extraordinaire, c'est les politiques, ou bien c'est les entreprises, ou bien c'est ceci ou c'est cela, au lieu de venir chercher une cause complexe. Il faut se demander en fait qu'est-ce qui dysfonctionne et pas qui est-ce qui induit ce problème. Parce que sinon, on va avoir tendance à accuser, à avoir un comportement grégaire qui consiste à dénoncer, à être en colère, au lieu d'avoir un esprit analytique qui se crée pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça fonctionne mieux. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est l'instinct d'urgence. Et l'instinct d'urgence d'ailleurs, si vous êtes encore étudiant-étudiante, ça pourrait être connecté
Autre chose qui est le blackout quand vous retrouvez devant votre copie d'examen. Quand on voit un danger imminent en face de nous, quand on a énormément de stress vis-à-vis de quelque chose, et ben en fait notre connexion avec notre cortex préfrontal, avec tous les éléments en fait qui sont responsables du raisonnement, de la logique de notre cerveau, elle est complètement coupée et le seul système qui reste, c'est le système limbique, le système un peu animal, le même qu'ont les chiens par exemple. Et du coup on va réagir dans l'immédiat face à un danger un petit peu bêtement, sans truc analytique, et du coup on n'a plus accès à cette partie-là de notre cerveau. Du coup on est un peu paralysé devant notre copie quand on a un examen, et c'est exactement pareil pour l'instinct d'urgence. Quand on nous dit oh mon dieu, le changement climatique, on va tous mourir dans 5 ans, on est paralysé et on agit avec notre système limbique, mais c'est n'importe quoi, il faut faire quelque chose, il faut que les politiques agissent, allons manifester. Alors qu'en réalité, la solution logique ce serait non, je vais lire un livre sur le sujet pour comprendre les causes, les systèmes, et ensuite je vais peut-être pouvoir avoir un impact en faisant une vidéo dessus ou en essayant de modéliser un système de distribution énergétique d'un point de vue fractal. Et pour le réchauffement climatique, c'est un petit peu la même chose que Pierre qui criait au loup. Et ben à un moment il a trop crié au loup et puis personne l'a cru, et au moment où le loup l'a vraiment bouffé, personne n'est venu. Voilà, ce serait un peu pareil si on continue à agir comme ça. Toujours, si on parle d'un énorme danger, il faut parler du degré d'incertitude et des pistes de réflexion en fait. Et enfin, on va finir cette vidéo en disant, pour l'auteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour diffuser la factualité? Et pour lui, beaucoup de choses passent par l'éducation, en particulier à l'école. Par exemple, s'il pouvait y avoir des intervenants factfulness, ce serait absolument merveilleux. La première chose qu'on devrait apprendre aux enfants, c'est qu'il y a des pays à tous les niveaux de santé et de revenus et que la plupart se situent au milieu dans une échelle. Ensuite, on devrait leur apprendre la position socio-économique de leur propre pays par rapport au reste du monde et comment est-ce qu'elle évolue. On devrait apprendre à chaque enfant également l'histoire de son propre pays et comment est-ce qu'il en est arrivé au niveau où il est là aujourd'hui. Parce que par exemple, en Suède, on se rend compte qu'il y a seulement 40 ans, on en était au niveau de l'Égypte aujourd'hui. Du coup, c'est assez rassurant pour les gens en Égypte de se dire, ok, la Suède est quand même un pays vachement cool, on sera au même niveau de développement dans 40 ans. Et inversement, ça permet d'avoir plus de tolérance dans l'autre sens. On devrait apprendre aux enfants également à ne pas voir le monde de manière binaire, tout va mal ou tout va bien, mais il y a des choses qui vont mal, mais beaucoup de choses qui progressent. Cependant, ce sont des signaux faibles et on peut pas les voir dans les news. Et enfin, il faudrait leur dire que tout ce qu'on vient de te dire là, ce sera faux dans 20 ans et il faudra actualiser tes connaissances tous les 10 ans par exemple. Tu pourras revenir faire un stage factfulness. Voilà, et enfin, la dernière étape, c'est simplement de dire, à chaque fois que vous voulez avoir un raisonnement, il faut que vous ayez les faits en tête pour avoir ce raisonnement. Et si vous n'avez pas les faits, il faut simplement savoir dire, je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez retrouver toutes mes notes sur cette vidéo qui m'ont permis en fait de créer ce résumé en vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans le lien en description. Il y aura mon résumé avec toutes mes notes que vous pourrez télécharger directement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il y a des choses que vous ne saviez pas et que vous avez apprises durant cette vidéo. Si c'est le cas, dites-moi ce que c'était en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut, je vais passer mon grand oral du bac tout de suite.